Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Maxime, troisième et dernière partie de ton témoignage. Ah écoute Maxime, tu es dans un chemin super inspirant pour moi, je trouve, et qui est, en fait, tout peut changer et les espaces peuvent s'ouvrir. Je trouve, je sais pas, j'ai un sentiment d'espoir, d'inspiration et de curiosité. Donc tu racontais pendant 18 ans que tu t'es marié dans un couple super hétéronormé où t'avais un peu le rôle, entre gros guillemets, de femme au foyer soumise, énorme guillemets. Mais en fait, petit à petit, tu vis à la campagne, dans une grande propriété, tu t'enfermes et puis t'as un mari qui est violent par les mots. Et là, on est en train de parler depuis 3-4 ans, cette sortie du placard, quelque part. C'est intéressant, mais c'est aussi un placard. Et moi, quand je t'écoute... Cette boîte de Pandore, je dirais plutôt. Boîte de Pandore. Ouverte, et en fait, c'est un puissant fond de choses merveilleuses. Et puis une fois que les choses, je les prends, je les rends pas. Enfin, ouais, c'est ça, c'est plutôt une boîte inépuisable. Tu disais que tu es assez pudique. Et c'est vrai que moi, la personne que je rencontre aujourd'hui, elle ne l'est pas. Et tu n'es pas impudique aujourd'hui, mais tu as la parole libre. Et un peu pareil, aujourd'hui, le Maxime que je rencontre, je n'arrive pas à l'imaginer coincé pendant 15 ans dans sa cage dorée, parce que tu as une force... C'est pour ça que je suis encore là. C'est-à-dire, c'est la même force du battant qui te faisait rester dans la cage qui t'en a fait sortir. C'est ça. Et puis des amis. Enfin, j'aurais pas pu m'en sortir seul. J'avais pas l'énergie. Donc, mais maintenant que j'en suis sorti, c'est la boîte de Pandore, c'est par définition une boîte qu'on ne referme pas. Et donc je me nourris de tout ce qui en sort c'est merveilleux. On parle BDSM. Yes. Donc, on a fixé cet entretien parce que tu habites dans l'ouest de la France et aujourd'hui on est à Paris chez moi. Et donc tu m'as dit, je viens justement à Paris pour une soirée fétiche. Pas que ça, mais j'avais prévu hier soir une soirée fétiche dans un club. Et je pourrais faire une pierre deux coups et témoigner. C'est ça. Et moi du coup, je t'avais proposé d'aller prendre un café. Et après on a clarifié. À la base, ouais. Et... je ne sais pas si c'est très intéressant que j'explique pourquoi je ne prends pas de café avec les gens qui veulent témoigner, mais en 2 mots, moi, si on prend un café, on va se raconter. Et du coup, cette curiosité qui fait le cœur de mon travail, cette envie de comprendre, découvrir, faire déplier, je l'ai déjà utilisée au café et j'arrive pas à la reproduire de façon authentique, parce que comme je connais déjà ton histoire, si ça se comprend, c'est très bien. Voilà, c'est tout. Mais j'ai pas de problème à aller prendre des cafés. Ça me fait plaisir. La prochaine fois, mais il faut que tu viennes à un live. Je suis déjà venu à un live. C'est vrai ? Mais oui. Oui, sur les troubles d'érection. Ah oui, c'est vrai. Au Merci Marcha. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah j'avais complètement déconnecté. Si. Ouais, les lives s'enchaînent et de plus en plus, en fait, je me sens tellement une mauvaise personne parce que les gens viennent me dire bonjour. Et après, ils me disent, mais si, je t'ai vu au live et tout. Et moi, en fait, les lives, c'est des moments où je suis assez stressé et peu disponible, donc je me souviens pas. Et puis, je dirais, j'imagine que tu reçois une centaine de messages tous les jours. Non, il faut vous emballer de ouf. Tout le monde s'emballe. Non, envoyez-moi des messages, j'en reçois pas 100 par jour. Mais concrètement, c'est dans ta situation, c'est normal que tu te rappelles pas des 150 personnes que tu as croisées dans l'année. Si, parce que je pourrais être Amélie Nothomb. Oui, mais... Cette écrivaine belge, je crois, qui me fascine, que je trouve... elle est extraordinaire et elle est, je pense,
hypermnésique, je crois qu'on dit comme ça, donc elle se souvient, et donc il y a des vidéos d'elle, voilà, elle dit « Ah, mais oui, Amélie... imaginons qu'elle rencontre une lectrice, elle se rappelle des prénoms, des contenus des lettres, et c'est impressionnant. Je trouve que... Bon. Ça doit être fatigant. J'espère qu'elle a un bon équilibre. C'est bien d'avoir un peu de place pour l'oubli aussi. On est d'accord. Apparemment, elle mange beaucoup d'œufs. Ah ouais. Voilà. Moi aussi. Petite parenthèse. Bon. On parle BDSM. T'es venu, il y avait une soirée fétiche. Ouais. Et finalement, tu n'y es pas allé parce que tu ne te sentais pas tout à fait en sécurité. Et ma question, c'est, dans ton exploration intime aujourd'hui... C'est pas que je me sentis pas en sécurité. Ok. C'est que j'ai entendu le témoignage de Zoreg, donc Master Zoreg, comment on dit ça ? Sur le podcast, voilà, ouais. Maître Domi. Et notamment, c'est cette question de la confiance. Et je me suis dit que pour une première expérience où, évidemment, je ne sais pas trop où je mets les pieds, je sais il y a des choses qui me font rêver, dont j'ai envie, mais est-ce que je vais pas être super mal après l'avoir fait parce que je ne l'ai jamais fait ? C'était quoi comme soirée fétiche ? Là, c'était axé plutôt uro, fessé, bondage, un tas de pratiques pas habituelles, on va dire. Donc, c'était dans un club ou chez quelqu'un ? Dans un club. Où il y a estampillé, à Paris, estampillé uro fessé. Ouais, c'est ça. Puis le jeudi soir, c'est spécialement uro, quoi. Mais le problème, c'est que moi, je ne sais pas si déjà je suis jamais allé dans un truc comme ça. Est-ce qu'il y a des douches ? Est-ce qu'on donne c'était un tas de petits freins. Mais oui. Et je me suis dit bon, allez, j'y vais, machin, c'est super. Et cet épisode de podcast m'a dit, mais en fait, m'a fait comprendre que d'abord le temps est long, on a le temps. Et puis si c'est pas maintenant que c'est dans 10 ans, c'est pas grave. En fait, ça n'empêche pas de vivre un fantasme dans sa tête. Mais je me voyais pas, effectivement, après avoir entendu ce témoignage, y aller comme ça, sans avoir eu une première initiation avec quelqu'un de safe. Complètement. Qui soit capable d'aller très loin, mais que ce soit pour le coup avec une vraie communication sur jusqu'où on peut aller et que le consentement peut être retiré à tout moment. Et je suis pas sûr que dans un club avec des gens qu'on ne connaît pas, tout le monde soit apte à entendre le consentement ou la fin du consentement. Et ça peut être dangereux. Donc il y avait une chance sur 1 million que ce soit dangereux peut-être. Je n'ai pas voulu être mal. Et puis aussi pour des questions d'hygiène, de me dire est-ce que vraiment il y a des douches, est-ce qu'il y a des... je suis un peu provincial, hein, donc je ne savais pas ce que j'allais réellement trouver. Donc je me suis dit, peut-être que je vais trouver un jour quelqu'un qui sera en capacité de m'accompagner sur ce chemin-là et que... Voilà. Et donc pour le moment, tu n'as pas trouvé... Non. Si jamais il y a des gens qui t'écoutent et qui ont envie de t'initier, ils pourraient te contacter ? Il faudrait que je fasse une boîte mail banalisée avec un nom... Tu pourras le décider, je la mettrai dans le descriptif de l'épisode. Okay. Les gens auront qu'à aller voir. Qu'est-ce qui t'attire dans l'uro ? Et je te dis ça parce que l'uro s'est invité dans mon intime, donc je vais me raconter aussi, et je trouve ça intéressant qu'on parle de toi. Moi, je l'ai déjà fait en donneur. Et en fait, ça crée c'est hyper intime. C'est un lien, c'est chaud, mais dans tous les sens du terme. Et ça crée un degré de connexion que je trouve fantastique. Et pour le coup... Donc quand tu pisses sur quelqu'un, tu le regardes dans les yeux, il est sous la douche, on est où ? En l'occurrence, on était dans sa baignoire et puis le mec, il buvait au robinet. Donc c'était quand même assez... il était expérimenté. Sous-entendu, ta bite est un robinet, hein ? C'est ça. Il n'était pas... Le robinet, c'était ma bite. Bien sûr. Voilà. Et je sais pas comment il a pu faire. Après, c'était très clean. J'avais bu énormément d'eau. Enfin, j'étais bien vidangé. C'était très, très organisé. Enfin, voilà. Faut que je fasse un épisode avec un médecin sur les bonnes pratiques uro. Ça m'intéresserait. Parce que tu vois, je suis pas très... En effet, tu vois, si l'urine est très très jaune, très chargée... il y en a comme ça, je pense. Mais moi, je pourrais même pas donner... Enfin, non, d'abord, moi, je bois beaucoup d'eau, donc je n'ai pas de... Mais je sais pas l'impact sur la santé, si c'est après j'imagine faut pas en boire toutes les demi-heures, mais il y a pas mal de cultures où boire de l'urine fait partie de rites etc. On boit le premier jet ou le deuxième jet ou je sais pas quoi, mais après l'urine ça reste quand même ce qui évacue les reins, donc est-ce que c'est vraiment très... Je sais pas. À part qu'apparemment si je suis coincé en montagne, je peux survivre en buvant ma propre pisse.
Ouais, mais on parle ça, de je le survie, ferai. là. Ouais, On parle pas de plan cul. On est complètement d'accord. Donc, je suis assez peu lettré, je suis assez illettré dans l'urine. En tout cas, j'ai ça fait 2-3 t'excite, fois c'est très... et j'ai adoré ça. Ok. C'est facile pour toi de pisser parce que moi, quand quelqu'un est à genoux devant moi à me regarder en mode j'attends, que ça soit pour éjaculer ou pour pisser, mon cerveau dit stop. Dès qu'il y a de la pression, mon cerveau il dit on se casse, on veut pas. Alors, la première fois que je l'ai fait, le mec était assez expérimenté. Et alors, toi, j'aime bien les mecs grands et musclés. Il était tout petit et très efféminé. Et en fait, ça m'allait très bien. On a fait une super baise. Et en fait, c'est lui qui m'a mis très à l'aise. Il m'a dit écoute, probablement, tu vas mettre une demi-heure à pisser. En fait, j'ai mis 5 minutes. 5 minutes, c'est très long, en fait. Hein. Et il m'a tellement mis à l'aise en me disant mais si ça met une demi-heure, c'est pas grave. Moi, ce qui m'excite, c'est d'attendre. Donc, ça a tout de suite. Ah, il est excellent. Ah, mais extraordinaire. En même temps, il avait un objectif, c'est que j'y arrive. Donc, il a fait tout pour mettre en condition pour que j'y arrive et que ce soit fluide, si je puis dire. Ça l'était. Comment vous êtes rencontrés? Grindr. Ok. Et dès Grindr, il t'a indiqué qu'il avait envie que d'un plan Uro ou que C'était indiqué dans ses kinks. Et dans ses étiquettes, en fait, il y avait Uro. Et moi, ça m'avait toujours excité, ça. Je sais pas d'où je tiens ça. Je n'avais jamais vu de film porno avec ça, mais ça m'avait toujours excité. Et je lui dis, Uro, c'est intéressant. Enfin, du coup, on discute. Puis moi, très, très simplement, je lui dis, écoute, je l'ai jamais fait, ça m'a toujours excité. Qu'est-ce que tu aimes parce que me faire pisser dessus, moi, j'étais pas... C'est quelque chose que j'ai en moi, d'aller assez loin. Mais c'était pas assez réfléchi. Enfin, mais par contre, donner, ça me paraissait plutôt facile. Ça l'est pas tant que ça, mais ça me paraissait plus facile. Et il m'a dit, écoute, on se rencontre, on boit... de l'eau. Ou du coca, ça marche bien aussi. Ah bon? Ouais, coca, ouais, je sais pas, ouais, ça marche bien. Et mais il m'a dit, écoute, ça se prépare, donc cet après-midi, tu bois de l'eau, tu fais beaucoup pipi, machin, pour bien nettoyer. Ah oui, donc il s'y connaît, donc il doit y avoir des impacts de santé. En tout cas, lui, il voulait pas avoir une pisse qui sente la méchante urine, quoi. Est-ce que moi, j'aurais pas voulu... Il avait un enjeu d'odeur. Je pense que c'était pas son truc. Ah, c'est intéressant, je pensais que... Ok, j'avais des préjugés que si t'aimes l'uro, c'est qu'il faut que ça sente un peu, quoi. En tout cas, là, non, c'était pas son truc. Oui, mais c'est normal. C'est une pisse vraiment transparente. Il y a un nuancier mais ça reste chaud, ça reste quand même un geste très intime. Et en fait, non, il m'a mis très à l'aise, il m'a expliqué, voilà, c'était cool. Et en fait, ça s'est fait, si après je l'ai baisé quand même, mais c'était vraiment un plan Uro qui a duré assez longtemps, puis après on s'est posé, on a repris un café, machin, puis après on a refait une baise. Assez longtemps? Pourquoi? Parce qu'il se passe quoi? D'abord, il te suce ou qu'est-ce qui s'est passé dans ce plan? En fait, on s'est roulé, enfin c'était dans sa baignoire, on s'est roulé beaucoup de pelles. J'ai pas pissé en continu pendant 10 minutes, ça c'est pas possible. Mais quand même, ça durait assez longtemps parce que j'avais beaucoup bu et puis j'arrivais à faire des pauses. Ah, donc tu retenais ton urine. Ouais. Et une fois que tu l'avais pissé dessus, non, il avait avalé. Ouais. Et du coup, entre les pauses, vous faisiez quoi? Tu l'embrassais? On se roulait des pelles, on se câlinait. Enfin, c'était très... C'est très intime, en fait, comme rapport. Et du coup, il y avait beaucoup de tendresse, je dirais même, dans cet échange. Et c'était chaud. Vraiment, c'était étonnamment... Je comprends que les gens adorent ça, en fait, parce que ça crée un lien... c'est un niveau supplémentaire de connexion. Mais je dirais comme ceux qui pratiquent le fist. Moi, je pratique le fist en actif. J'adore ça. Quand je vois le pied que prennent les mecs, je me dis que il faut absolument que j'y arrive parce que ça doit être fantastique. Et ouais, ça crée un niveau de connexion. C'est une marche dessus. Je trouve, en termes de connexion à l'autre. L'autre étant un parfait inconnu parfois. Mais c'est toujours pareil, ça, c'est pas des pratiques qui se font sans qu'on ait eu un échange, pour le coup, une vraie communication, que ce soit dans un sauna ou sur Grindr, parce que c'est pas anodin, ça peut être dangereux, donc on peut pas, enfin, je sais pas, je confierais pas mon cul à quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qui sait pas comment faut se couper les ongles, enfin, voilà, donc à l'inverse, c'est vrai, je comprends que les gens aient un peu de prévention par rapport à ça. T'as écouté les épisodes de Valentin sur le fist? Ah, mais tu vas te faire plaisir. Hein. Alors, je le pense, il est super, Valentin, et ça fait 17 ans qu'il pratique, sans drogue.
Ah, génial. Ouais, c'est un gros enjeu. C'est complètement un enjeu, oui. Ça, pour toi? Oui, parce que je refuse catégoriquement les rapports. J'en ai eu avec des mecs qui prenaient du chemsex et je ne veux plus. D'abord, moi, je n'en consomme pas. Je ne suis pas dans le jugement, hein, mais je n'en consomme pas. J'ai eu la chance de ne jamais toucher à aucune drogue. J'ai fumé du tabac jusqu'à 25 ans. Je fumais plus d'un paquet par jour. Donc, j'aurais un profil d'être plutôt addict. Et la seule drogue dure que je consomme, c'est de l'alcool. Ce qui déjà est une drogue. Enfin, donc, je rentre pas dans ces trucs où les gens sont plus présents, en fait. Dans le milieu du fist, c'est pas toujours évident de trouver sans drogue. Ouais. Et Valentin, il raconte tout son chemin, ce que ça représente pour lui, comment c'est une part aussi un peu de son identité. Alors, on comprend pas, ça c'est autre chose. Ah mais si, mais je crois que je l'ai écouté il y a un petit moment, mais une fois sa mère est tombée sur ses jouets. Exactement. Ouais, il en a parlé sur ça avec sa maman. Je vais le réécouter. Comment tu comprends que c'est plus compliqué pour toi d'être receveur de l'uro que donneur? Parce que ça, je peux pas imaginer en fait le faire. Enfin, c'est ce que je pensais faire hier, mais je me dis, mais faire ça avec un inconnu, sans préparation. Si je dis stop, qui me dit que le mec il va pas me forcer à rester devant lui, est-ce que j'aurai la force de me relever ou d'appeler au secours alors qu'on va dire, bah toi tu t'es mis là, c'est que t'avais envie. Enfin, je me suis dit, mais ça c'est grâce au témoignage de Zorek. En fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais me foutre dans un truc où potentiellement il peut y avoir du danger. Et si j'ai la trouille. Ça, c'est hier soir en soirée, en club. C'est ce qui était prévu hier soir. Mais il y a plein d'autres façons de faire sa découverte uro. Là, par exemple, avec ton joli monsieur de la baignoire. Pourquoi est-ce qu'il t'a pas pissé? Parce que lui, il n'est pas donneur du tout. C'est pas du tout son kink. Il n'est pas reverse. Non. Ok. Et donc, et trouver quelqu'un avec qui tu peux créer un petit lien? Je n'ai pas trouvé. Donc, envoyez vos CV. Envoyez vos CV, ok. Tu vas clairement faire une boîte mail. Il y a je sais pas, je prends mes gros sabots, il y a un côté beaucoup plus humiliant et soumis à recevoir de la piste que de la donner. Il n'y a pas un peu ça qui se joue aussi? Mais moi, j'ai envie d'aller vers ça, vers ce chemin-là de soumission. T'as envie d'aller vers ça? Complètement, oui. Tu l'as entendu? Oui, complètement. Marrant. Mais je suis totalement vers ça, mais dans tous les sens du terme, mais j'ai aussi envie d'aller vers un rapport de soumission que je ne peux pas envisager d'avoir avec quelqu'un avec qui j'aurais une vie maritale, par exemple, parce que il y aurait trop d'enjeux. Mais avec un inconnu ou avec quelqu'un avec qui on se met d'accord sur les modalités. Il y aurait quoi comme enjeu? Si c'est dans la vie conjugale? Je veux pas être dominé et au lit et dans la vie, ou être dominant au lit parce que dans la vie je serais dominé, ou l'inverse. Pour moi, la vie de couple, c'est pas qu'on. Si t'enlèves le parce que, donc en fait tu mets un lien de cause à effet en disant la domination-soumission, c'est le rééquilibrage. Il y a trop d'enjeux dans la vie toxique. Dès qu'il y a un enjeu affectif et sentimental, pour moi ça, c'est pour moi, hein, c'est pas une généralité. Hein. Pour moi, ça n'est pas. Enfin, aujourd'hui, dans ma vie, ça n'est pas possible d'envisager en tout cas avec la personne avec qui je vis, hein, mais d'envisager d'avoir un rapport qui soit pas conventionnel et qui implique un lâcher prise absolu. Parce que c'est ça, il faut pas lâcher prise absolument. Il faut pas capable. Non, parce qu'il y a trop. Enfin, tu l'es. Oui, mais pas dans la vie conjugale. Pas avec lui. C'est ça, avec ton mari. Mais peut-être qu'un jour on le sera. Pourquoi pas, je n'ai jamais connu ça avec personne. Mais j'ai l'intuition que si tu ne t'autorises pas un total lâcher prise, c'est que c'est intelligent, c'est que c'est peut-être dangereux. C'est ça, c'est une protection. Parfois, peut-être que je me protège trop, mais je préfère l'excès comme pour hier soir, je préfère l'excès de prévention à l'absence de prévention. Donc il s'avère que ton mari a donné plusieurs indicateurs très très clairs qu'il fallait que tu te protèges. Je veux pas être dominé par lui. Ouais. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est pas possible. Parce que moi, ce qui avec un inconnu, il n'y a pas d'enjeu de cet ordre-là. Oui, bien sûr. Un inconnu, quelqu'un que je pourrais rencontrer, avec qui il y aurait suffisamment d'échanges pour qu'on soit pas des inconnus. La différence, en même temps, on n'aurait même pas besoin de savoir le prénom de l'autre, en fait. Ça se situe pas à ce niveau-là. Donc, la différence, c'est qu'avec un inconnu, tu mettrais un vrai cadre de consentement que tu ne peux pas mettre avec ton mari. C'est ça. Et que j'ai pas envie de mettre aujourd'hui dans un contexte sexuel de kink. Donc, puis en fait, je suis aussi dans un chemin d'épanouissement sexuel, c'est le thème du podcast, et ça, c'est quelque chose que je ne veux bâtir pour l'instant qu'avec moi-même. Et avec des charmants messieurs que je vais rencontrer dans ma vie, mais pas avec quelqu'un qui partage ma vie. Pour moi, pour l'instant, je suis dans une phase de construction, puis je suis comme un ado, j'ai besoin de papillonner. Ce que j'ai pas fait à 15 ans, je le fais maintenant.
Ouais. Clairement. Ta deuxième adolescence queer. C'est ça. Ok. Je vais raconter, parce que comme je l'ai annoncé, en fait, il faut que j'arrête d'annoncer des trucs, sinon... Ouais, parce que moi, j'attends que ça, que tu racontes. Ah ouais, ça t'intéresse? Parce que moi, je m'en fous. Mon uro à moi? Ah ouais? Ah ouais, bah, si ça t'intéresse, ça me motive plus, parce que là, je me dis, merde, je l'ai annoncé. Ah non, je pense qu'il y a plein de gens que ça va intéresser. Ok. Alors, avant, je rebondis sur ce que tu viens de dire, qui est, moi aussi, j'ai du mal à aller dans des kinks. Avant, le Guillaume d'avant avait du mal à connecter sexualité non vanille avec couple, comme si quelque part je voulais bien explorer du plus coquin, si je pouvais après effacer tout ça parce que c'était avec un inconnu que je suis pas obligé de revoir, et que le moment où la personne me connaît et me reconnaît plusieurs fois, quoi, elle me connaît plusieurs fois, bah, est-ce que je vais pas avoir honte? Et la réponse est oui, j'ai honte. Et moi je me dis mais non Guillaume, j'aimerais bien qu'on évolue là-dessus, parce que qui mieux qu'une personne que je connais, en qui j'ai confiance, pour me foutre à l'envers. Tu vois, en fait, je me dis, je trouve que j'ai une limitation liée à la honte dont j'aimerais me libérer. Mais on verra, hein, c'est pas une injonction, je me fous pas la pression, mais je trouverais ça intéressant de... Après, l'inconnu, c'est très excitant aussi. Oui, mais je découvre avec mes amants réguliers, c'est tout nouveau pour moi et c'est vraiment délicieux, qu'il y a une puissance nouvelle qui se développe. Parce qu'on se connaît, nos corps se connaissent, je me sens à l'aise. Et en fait, leur regard m'apaise et m'amène à un endroit de j'ai confiance, je peux me lâcher, j'ai 100% confiance que mon consentement, c'est complètement OK, et puis je peux le retirer à tout moment sans aucune manipulation ni conséquence sur notre lien. Et je sais et je sens je pense notamment au gars que je vais voir samedi, donc demain, qui est un expert de l'orgasme prostatique. Wow, en tout cas, il m'a raconté des trucs qu'il fait avec d'autres gens, où en gros, ils s'amusent à trouver leur façon d'avoir un orgasme prostatique. Et j'étais là, mais... C'est une perle. Quand est-ce qu'on fait la session sur ça, quoi? Bah oui. Et en fait... Pratiquer, monsieur. Ouais, et en fait, c'est moi qui le limite. Parce qu'en fait, moi, pour le moment, quand tu me tapes la prostate, ou peut-être, d'ailleurs, le choix du terme est parlant, l'idée n'est pas de taper, mais quand tu touches ma prostate, ça me met un peu mal à l'aise. Ça me fait des décharges et tout. Donc, je suis encore sur ce chemin. Uro. Yes. Berlin. Ah bah oui. Bien sûr. Cliché total. Je pars à Berlin avec des potes et on y est au moment où, au Laboratory, qui est la boîte assez connue, gay, une sorte de sous-sol où tu as l'impression d'être dans une prison allemande connectée au Berghain. Tu vois ou pas? Non, pas du tout, je t'écoute. Bon, moi je suis pas trop soirée clubbing, mais c'est vraiment un endroit... Comment s'appelle cette boîte? Berghain. Je le marquerai tout à l'heure, parce que comme je veux aller à Berlin, tu me donneras les bonnes adresses. Honte. Je sais pas comment on prononce. Et là, il y a plein de... Berghain. Il y a plein d'auditeurs qui sont... Ah, moi je sais. Ben oui, ben moi je sais pas. Berghain, Berghain, et c'est vraiment un club à Berlin ultra réputé, mais c'est européen, hein, c'est vraiment connu, et c'est c'est un club, et il y a une partie qui est un autre club qui s'appelle Laboratory, qui fait des soirées à thème, et là on était sur la soirée entièrement nue, sexe, ok. Exactement, waouh. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt, en fait, un joli garçon avec un cœur de grand-mère. Donc moi, franchement, une évidence que je vais avoir de la joie à aller au théâtre, au cinéma, manger. Au Laboratory. Mais clairement pas dans du clubbing ou du truc à poil, tu vois. Et moi, je suis pas trop... Tu vois, sauna, j'y suis allé 2 fois. J'ai jamais fait une soirée club darkroom, sexe. Mais là, tu arrives, tu mets toutes tes affaires dans un sac poubelle, tu as seul tes chaussures et tes chaussettes. Et moi, en plus, logé dans mes chaussettes, j'avais ma carte bleue, parce que j'avais pas compris qu'en fait, tu payais à la fin avec ton numéro qui est autour de ton poignet, ton numéro qui est sur ton sac poubelle avec tes affaires, c'est aussi comme ça que tu payeras. Donc moi, j'avais ma putain de carte bleue dans les chaussures, ainsi que 2 boules qui est. Et en fait, cette information est essentielle pour comprendre la suite du plan Uro qui m'est arrivé, parce que c'est aussi mes boules qui est pour dormir.
Ok. Cette expérience, en fait, le 10 mai, je ne sais pas quand est-ce que toi tu seras publié, mais le 10 mai 2025, à Paris, je fais un live sur Sauna, Darkroom et comme ça, ces lieux, ce sexe en cruising, mais pas dehors, quoi. Et on va en reparler. Mais moi, j'ai trouvé que c'était une culture ultra toxique pour moi, Guillaume. Rien que dans la queue, Maxime, dans la queue, on a fait 1 heure de queue. Personne ne se parlait. Moi, j'étais là. Non, mais les gars, on va tous se retrouver à poil. Et on est tous là pour la même chose. Il y a 0 camaraderie. Et les gens fixent le sol, je te promets. Et il y a un silence. J'ai l'impression qu'on est dans le couloir de la mort. Les gens tirent la gueule. Ce qu'on m'a expliqué après, c'est que ce club très populaire a l'habitude de virer les gens. Donc en fait, tout le monde ne rentre pas. Et en fait, il faut avoir des couleurs sombres. Enfin, il y a tout un tas de codes. Et moi, mais je... Ah ouais. Quelle horreur. Mais bon, ça, c'est juste mon point de vue. Genre, un gars va pouvoir décider si je lui donne mon argent ou pas. Non, mais c'est lunaire. Passons. Mais du coup, cette culture a imprimé sur le laboratoire. Et donc, nous, on croyait que peut-être qu'on n'allait pas rentrer. Mais en fait, tout le monde rentre. En tout cas, sur le laboratoire, du coup, excuse-moi, c'est dans le même bâtiment. Mais c'est une entrée sur la gauche, quoi. Bon, déjà, je suis trop mal à l'aise, je comprends pas, personne se sourit et tout. À l'intérieur, c'est pareil. Et c'est vraiment du cul... Bon, déjà, moi, j'ai besoin de voir pour être excité. Donc, il y a plein d'endroits où tu vois rien. Le côté, on est tous des prisonniers dans l'ancien temps de l'Allemagne, m'excite pas particulièrement. Avec des énormes murs et tout. Bon, c'est quand même une sacrée aventure, hein. Je suis complètement consentant. Et moi, j'étais là à moitié en journaliste, en Guillaume le podcasteur. Il y avait tous mes Guillaume qui étaient présents. C'est intéressant de l'avoir vécu. Génial. L'entrée est à 15 €. Enfin, tu peux partir à tout moment, quoi. C'est pas la fin du monde. Et puis, je me sentais en sécurité, hein. Il n'y a pas de gestes déplacés. Souvent, je trouve d'ailleurs que ces lieux sex positifs, enfin, sexuels, sont ultra carrés. Moi, en tout cas, dans mon expérience, donc personne J'ai jamais vu d'abus dans ces endroits-là. Ouais, dans mon expérience intime, c'était pareil là au laboratoire. Et personne ne me regarde. Quand je regarde et je souris aux gens, je suis le seul à sourire, comme un débile. Et les gens font un regard comme si j'étais transparent. Et du coup, là où c'est très toxique pour moi, c'est que moi, j'ai pas de problème à être rejeté et à pas être du goût de tout le monde. Mais en fait, je suis un être humain qui existe. On est tous des hommes qui ont envie d'avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes. On fait tous partie là du même moment. Et je sais pas les gars, mais il faut qu'on update nos codes. Trouvez-moi une putain de façon de me dire non merci avec camaraderie, quoi. Et ça te prend 2 secondes. Et non, t'inquiète, je vais pas te toucher, on va pas coucher ensemble. Je pense que les gens, ils ont peur d'envoyer des mauvais signaux. Ou bien il y a une vieille culture. Moi, je pense que c'est issu du temps où l'homosexualité étant illégale, le cruising tu pouvais tomber sur des policiers. Donc, tu vois. C'est possible qu'on ait cet héritage-là en nous. Hein. Et troisièmement, masque for masque. Plus t'es masculin, plus t'as de la valeur dans ce microcosme. Donc, plus j'ai l'air comme ça un peu fermé, regard sombre, à avoir l'air de me faire chier, plus j'excite, plus je suis hautain, plus j'excite les autres. Point d'interrogation. Hein, on verra. Moi un peu les trois. Ou bien j'ai mal compris un truc. Et donc je chemine, je fais des tours. Bon, il y a mes potes et tout. Chacun a vécu des histoires assez incroyables. Et bon, au bout d'un moment, je me dis, je vais partir, quoi. Parce qu'en fait, aller dans des endroits où je vois pas les corps, je vais pouvoir être touché. Mais c'est pas mon délire. Principalement, je suis pas dans une énergie sexuelle très haute. Parce que je suis un peu intimidé et tout. Lorsque soudainement, vient à moi quelqu'un de très joli et très souriant qui me dit « Ah, Guillaume !» Non. Qui me dit « Mais t'es français, toi ?» Et en gros, qui me suit sur Instagram et qui est trop chou. Et qui me dit « Ah mais attends, je vais te montrer exactement ce que j'aurais espéré d'une culture invitante, accueillante. » Je sais pas trop quel code... en fait. Je sais pas quel code je nous propose. Hein. L'idée, c'est pas non plus qu'on soit au travail et tout. Mais il m'a dit « Ah, mais c'est ta première fois, quelqu'un t'a montré les lieux et tout. » J'étais « Ah bah non. » Et donc, il me fait faire un tour du propriétaire. Trop bien. Il vient souvent, il est dans la joie de partager et tout. Et je ne comprenais pas exactement l'interaction. Et souvent...
Je sais pas si les gens viennent me voir parce qu'ils aiment bien le podcast et qu'ils sont heureux de me voir et je suis très heureux et ils me font coucou et c'est juste un coucou amical et j'en suis très reconnaissant et tout. Moi, je serais venu te voir en fait, et t'ayant vu une fois. Voilà. Ou bien si on est nu, on est dans un club de sexe, est-ce que ce coucou invite à autre chose, tu vois? Et je suis toujours un petit peu, je sais pas trop comment. Voilà. La personne doit te le dire. Eh ben pas toujours. Et donc là, aussi te proposer. De fil en aiguille, nous nous retrouvons à forniquer, à niquer fort. C'est vraiment délicieux. J'en parlerai à l'épisode sur ça. Et on s'arrête. Et je lui dis, j'ai envie de pisser. Et il me dit, bah, tu veux pas me pisser dessus? Et je me dis, bon, écoute Guillaume, tu en voulais de l'aventure. En voilà. Et j'étais là, franchement, je suis pas contre, mais je vais pas y arriver. Je le sais déjà parce que j'ai un amant à Paris en ce moment qui aime que je lui pisse dessus. Chose que petit à petit je fais parce que je kiffe et que je le fais kiffer et qu'il kiffe et qu'on kiffe. Mais c'est vachement intéressant parce que pour moi, l'uro, c'est quelque chose qui s'est invité dans mon intime parce qu'on me l'a demandé, mais qu'à aucun moment donné, ça ne m'excite. Genre, tu vois, quand je me masturbe, je pense pas du tout à ça. Ah oui, d'accord. Mais je vois comme la sexualité, c'est un muscle. Et qu'en fait, au fur et à mesure, ça m'excite parce que j'y connecte des images, des gens heureux, du soin, du kiff, du hors norme. Clairement, genre, là, tout de suite, si mon frère écoutait ce podcast, bon, c'est pas le premier truc que j'ai envie de lui partager. Et j'aime bien ce côté un peu interdit. Et comme je sais déjà comment ça se passe, je lui dis, dans un club avec autant de gens, parce que nous, on avait forniqué, on avait fait notre sexe dans un endroit un peu à l'abri des regards indiscrets. Tout ça en chaussures, chaussettes, boule caisse et carte bleue. Bien entendu. Et je lui dis, on peut essayer, mais en fait, je vais stresser, je suis pichaille, je suis timide du pipi. Il me fait, ok, je te montre l'endroit où on se pisse dessus. Je me dis, mais bien sûr, on va aller voir l'endroit où on se pisse dessus. On sort de notre petit coin lorsque soudainement quelqu'un l'interrompt, enfin l'alpague, et fait coucou, prénom. Et il me fait c'est mon ex et tout, je te présente Guillaume et tout. Et là, son ex, qui à mon avis avait pris 2-3 trucs, au fur et à mesure commence à lui pisser dessus. Dans la conversation. Trop cool. Alors ça, je sais pas. Bon. Et c'est à ce moment-là où je me recule en mode putain, j'ai mes boules qui est. Moi, on était tous très proches parce que comme il y a un peu de bruit, pour s'entendre, il faut être proche. Donc là, je me recule en mode merde, j'ai mes boules qui est. Mes godasses, mes boules qui est. J'ai pas envie. Et c'est mes chaussures genre de la ville. Et demain, moi, je crapahute à Berlin, quoi. J'ai pas envie d'avoir des chaussures pleines de pisse et tout. Ouais. Donc je me recule et je me dis on va aller à l'endroit pisse. Tu y es pas encore quand t'es déjà couvert de pisse, quoi. Non, j'ai réussi à me reculer juste à temps. Et bon, l'ex part. Et là, comment je peux l'appeler Monsieur Follower. J'aime pas ce terme. Mais il y avait, je crois, un petit peu de cette interaction quand même. J'avais un peu ce doute-là. J'ai très, très, très peur que mon personnage public, empêche Guillaume de vivre sa sexualité. Et vachement, en fait, ce gars que je trouvais très beau, et moi et mon rapport au corps un peu fucked up, je me disais, en fait, il est attiré par moi parce qu'il m'a vu sur Instagram. Et il peut pas t'attirer par toi tout court? Non. Dans ma tête, je me disais, c'est quoi l'anguille sous la roche? Et ça m'est resté pas mal, j'avoue, pendant tout le rapport, alors même que genre, ça se passait super bien et que voilà, il verbalisait qu'il kiffait et qu'en fait, même toute la soirée, genre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un truc entre nous. Bon bah alors. Mais j'avais le cerveau rationnel qui venait me dire, ouais, moi je doute et tout. Il m'a quand même dit, ce monsieur follower, il m'a dit, je m'attendais pas à ça. Je suis heureusement surpris. Enfin, j'étais un peu genre, quoi? T'as cru quoi que je baisais mal? Ouais, je sais pas. Mais du coup, je crois que lui-même utilisait pas mal mon personnage public dans notre intime, où en gros, il me ramenait à ça en disant « je m'attendais à autre chose ». C'est pas très agréable. Oui. C'est pas du tout malveillant. C'est assez désagréable. Moi, ça me saoule, quoi. Moi, je fais pas tout ça pour être connu, j'en ai rien à foutre. Je sais que ma gueule est utilisée pour véhiculer mon message, mais ma première peur, ça serait que j'ai plus le droit à ma vie sexuelle, à moi, tu vois. À ça, bon. Il me prend la main et nous allons dans une petite pièce
C'est pas vraiment une petite pièce. C'est au milieu de cette espèce de prison-là. Il y a un endroit avec des murs, 4 murs, et le sol est un grillage. Et tu peux marcher dessus. Et c'est un grillage fixe, hein, et c'est là où il n'y a personne, mais où apparemment on se pisse dessus. Et lui, Monsieur Follower, se met à genoux. Et moi, je suis là. Chaud. Et là, pour le coup, il y a des gens qui circulent un peu autour de nous, donc je me sens épié, je me sens pas super à l'aise et tout. Mais assez rapidement, un très bel homme, grand, belle bite, il est beau, s'approche et commence à pisser sur Monsieur Follower. Super excitant, je bande de ouf. Et puis, Monsieur Follower a cette façon de m'inclure très joliment. Il me regarde, il me touche, et grand monsieur me touche aussi. Enfin, il y a un truc qui se passe. Et j'ai vraiment kiffé voir toute cette interaction. Donc c'était tendre, en fait. J'ai trouvé que c'était très tendre. Avec un petit côté de soumission, mais très subtil, sensuel et tout. Grand monsieur, après avoir pissé sur le visage de Monsieur Follower, l'embrasse. Quelqu'un d'autre arrive, grand monsieur s'agenouille à côté de Monsieur Follower, et en fait est un Versa de Luro, tandis que Guillaume est toujours à côté en mode pisse. Et je dis à mon cerveau, détends-toi. Tu peux pas me tendre plus que de me dire détends-toi. Mais je pense que tous les cerveaux c'est normal. Pareil. Et moi, je me dis, c'est un peu dommage, ça m'a un peu déconnecté. J'étais là, si seulement Guillaume, tu lâchais prise, on vivrait un truc beaucoup plus puissant. Je donne pas de conseils en général, mais j'en ai un donné. Mais la prochaine fois, tu te mets à genoux. Alors moi, j'avais mes boules qui est et mes chaussures. Boules qui est. Et je suis trop fermé. Non, mais c'est pas possible, ça, oui, non, mais. Mais si, c'est possible. On n'a qu'une vie. Qu'est-ce que t'en as à foutre ? Tu iras acheter des chaussures, tu marcheras et puis avec la carte bleue, tu la sèches, et puis voilà, ouais, après tout. Non, la carte bleue, je m'en tape. Vraiment, mes boules qui est. En fait, je partage avec les potes un logement, machin. Genre, moi, le sommeil. Mais je pense que c'est la grand-mère en moi qui a repris le contrôle. J'étais là, tu me niques pas mon sommeil, et sans boules qui est. Genre, il y a trop de bruit. Il n'y a pas de pharmacie à Berlin qui vend des boules qui est ? Pas à 2h du matin. Ah oui. Mais t'as complètement raison. À plein d'égards. Vraiment, un super plan cul, ça mérite qu'on dorme pas bien la nuit qui suit. Mais bien sûr. Mais je pense aussi que c'était... J'aime pas donner des conseils parce que ça ne vaut que pour soi. Mais je m'en fous. Mais moi, je les accueille très bien. Puis je suis chef des conseils non demandés, donc n'aie crainte. Mais en fait, je pense que c'était tellement une expérience secouante. Moi, rien que le moment où je me suis retrouvé nu avec toutes mes affaires dans un sac plastique... Tu vois, et donc je pense aussi que la petite grand-mère en moi a repris le contrôle. 1, j'adore les grand-mères. 2, les grand-mères, c'est très sage. Et je pense que ma grand-mère intérieure me disait, tu sais quoi, mon petit chat, on va pas tout faire d'un coup. Genre, respire un bon coup. Et déjà, t'as ouvert une grande porte. Mais oui, c'est génial. Et j'ai passé un super moment. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin de pousser mémé dans les orties. C'est ça. Mémé n'avait pas envie d'orties. Et du pisser dessus tout de suite quand elle vient de tomber dans les orties. Exact. Et du coup, grand monsieur... Et puis, je pense que grand monsieur me regardait aussi en mode « je t'attends ». Et j'étais là, putain, j'aimerais bien pisser sur grand monsieur. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui leur pisse dessus. Et je sais pas ce qui se passe après, mais on se prend la main, on se relève, Monsieur Follower se relève, on sort. Et à ce moment-là, il s'est passé un autre truc. Il faut écouter l'épisode sur le... Bah ouais, faut pas tout dire. Sur le live. Mais oui, puis en plus, je prends trop d'espace là sur ton récit à toi. Mais en tout cas, sur l'Uro, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. T'as le droit à une question, dans la mesure où ça reconnecte à ton témoignage à toi. T'as envie de recommencer ? Tu te serais mis à genoux, en fait, c'est ça ma question. T'aurais osé te mettre à genoux ? Alors, je me suis déjà Pour moi, c'est un enjeu de savoir est-ce que je suis vraiment capable de me mettre à genoux et de recevoir ce qu'on va me donner. Alors, la réponse c'est oui, parce que moi, je vois la vie comme une aventure. Donc, super. Moi, tu me dis, j'ai envie de tout explorer, quoi. Tu me dis, il y a ce plat-là, il y a cet aliment-là. Bah oui, mais je vais le goûter. Enfin, j'ai envie de le manger. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de dire, ah mais non, je pense que j'aime pas. Non, j'ai envie d'y aller dans les bonnes conditions, premièrement. Et j'ai un aventurier soigné par une grand-mère sage, donc tout va bien se passer. Ouais. Je me suis déjà fait pisser dessus à genoux sur une plage près de Barcelone. Donc ça, faut écouter, je sais pas quel épisode.
Si j'arriverai pas à resituer, je me rappelle plus du titre du tout, mais ça j'ai déjà raconté. J'en ai écouté au moins 200, mais non, pas celui-là. En fait, la proximité de la mer. Et puis il y avait personne. Et puis en fait, je me suis jeté dans la mer juste après. J'étais en maillot de bain. C'était vachement chouette comme petit pas. Mais ouais, je me mettrais à genoux. Est-ce que j'ai envie de recommencer? Oui, en donneur, parce que mon amant régulier en ce moment, il aime beaucoup ça. Et que j'ai vraiment de la joie à donner du plaisir, tu vois. Et que c'est interdit et tout. Et la dernière chose, c'est oui, je pense que je recommencerai en tant que receveur, peut-être, parce que je vois que le désir, c'est un muscle qui se masse et qui se renforce, quoi. Donc en fait, petit à petit, si quelqu'un m'initie, ouais. Notamment si je vois que dans ton regard, ça t'excite de ouf et que en fait j'ai un lien avec toi, franchement, on va à la douche, tu me pisses dessus en avant Guingamp, quoi. Et moi, je serais trop content. Ouais. Cool. Toi, tu recommenceras? J'aimerais bien le faire une première fois, en fait, en receveur. Ouais. Surtout. Et j'espère que je serai capable de me mettre à genoux. Mais je pense que oui, parce que c'est tellement... Pour le coup, moi, j'ai tellement fantasmé là-dessus que... Ah oui, complètement, ouais. Tu fais un... tu disais, j'ai envie d'aller dans la soumission de plus en plus. Qu'est-ce que tu penses y trouver? Tout ça, évidemment, avec, pour le coup, de la communication et du consentement, à repousser des limites. Non, attends. Est-ce que c'est pas la première chose que tu viens y chercher, de la communication et du consentement? Ah, c'est possible. Parce que ce genre de rapport, pour moi, c'est pas envisageable sans communication. C'est ce qui m'a freiné hier soir, en fait. Mais oui, effectivement, c'est un certain type de rapport. Au-delà du fait que c'est très intéressant sexuellement, ça nécessite d'être très respectueux l'un de l'autre et donc d'être respecté, de communiquer clairement sur ce qu'on veut et d'indiquer que les limites on les connaît pas forcément à l'avance, mais de dire comment est-ce qu'on peut les exprimer, comment est-ce qu'on peut exprimer à l'autre que il peut forcer un petit peu, mais que quel symbole quel signe on va donner pour dire là tu peux plus forcer ou on n'est pas loin de la limite. Il forcerait sur quoi par exemple? Par exemple, moi je ne sais pas si jamais on va imaginer une situation où je prévois un plan Uro où le mec, je lui dis, voilà, j'ai envie que tu me recouvres de ton urine et que, éventuellement, si je le sens, que tu me forces un peu à boire de ton urine. Et sauf que moi, je ne sais pas si, sur le moment, je vais être capable. Et en même temps, si c'est fluide et que le mec a suffisamment, pas l'autorité, mais un peu quand même, de m'y emmener, jusqu'au dernier moment, je ne sais pas si je vais être capable. Donc, il faut trouver quelqu'un avec qui on peut expliquer que la limite, on la connaît pas encore et que il faut qu'on chemine ensemble, qu'il ait suffisamment d'autorité et en même temps d'attention et que moi, j'ai suffisamment de soumission et en même temps d'autorité pour dire stop, ça me va pas et en même temps qu'il y ait une espèce de force quand même qui m'y conduise parce que je sais que c'est là où j'ai envie d'aller. Comment quelqu'un peut te forcer à boire son urine? Alors quand je dis forcer, c'est pas, j'aime pas le mot forcer parce que forcer ça conduit un peu au viol, mais c'est plutôt de dire, d'être avec quelqu'un qui soit plutôt un maître domi, on va dire, qui va avoir l'expérience d'amener l'autre à avoir envie d'aller jusque là. Et moi je voudrais trouver quelqu'un qui a cette autorité là, qui serait pas entre guillemets contestable, mais parce qu'elle serait discutée avant et que voilà, et qu'en même temps j'ai aussi la possibilité de dire non là ça me va plus, ou d'avoir un code pour dire là on arrive à une limite, sois très vigilant parce que peut-être qu'on va la franchir que je me rends pas compte, ou mais ça se discute avant en fait. Le forçage c'est que ça vient quand en fait on dit au mec on arrive à la limite, qu'on n'y est pas encore tout à fait, il faut qu'il soit vigilant et qu'en fait le mec il outrepasse en fait. Moi, si je suis domi, je ne peux pas savoir tes limites et c'est toi qui es responsable de les exprimer. Et c'est pour ça qu'il faut parler avant pour donner un code. Et donc, un mouvement, un geste, un mot pour dire le mot qu'on va employer, c'est vraiment ça veut dire c'est fini. C'est pour moi pas possible d'être responsable d'une limite où tu ne te rends pas compte toi-même que tu l'outrepasses. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu t'es entendu, tu as dit oui, il faudrait quelqu'un qui prenne soin de moi si je ne me rends pas compte que je dépasse ma limite.
Je pense non, que c'est pas comme ça que j'aurais dû le dire, parce que c'est pas ça que je pense. Okay. C'est quelqu'un, moi j'imagine que contrairement à dans un club où ça va être le premier inconnu qui passe, probablement ça se passera bien, mais si ça se passe pas bien, le mec sera peut-être pas en capacité de comprendre que j'ai dit non, ou que j'ai montré non, puis il y a des mecs qui sont des forceurs, concrètement ça existe aussi, ouais. Ça, c'est pas ok. Non, mais là on est en train de parler dans un rapport voilà, qui est discuté avant. Vous avez un mot de code. Il y a un mot de code, et pour moi il faut qu'il y en ait au moins 2 de mots de code. Le premier mot de code, c'est de dire on arrive à une limite que j'ai envie de dépasser, mais je suis pas sûr de moi, donc attention, on est sur une zone jaune à pointiller, mais qui n'est pas un stop absolu, qui dit attention, on arrive dans une zone orange. Où voilà, il faut que faut bien manœuvrer pour m'y emmener, parce que j'ai envie d'y aller en fait, au-delà de cette limite orange. Et puis là, le code rouge, on arrête, je peux plus. Ça m'emmerde, moi, ce que tu dis. Ah ouais ? Mais il faudrait que des gens expérimentés dans le BDSM. Je sais pas comment ça. Mais oui, c'est ça. En fait, ou peut-être je suis un mauvais domi, mais moi, cet endroit de zone grise, où du coup ça devient ma responsabilité d'arriver à gérer ta complexité qui est je suis pas sûr mais je pense, j'ai envie de quelqu'un qui a... Et moi j'attends que ça, de rencontrer quelqu'un qui va m'expliquer comment ça marche en fait. Et bien moi je te responsabilise sur vert et rouge, ça c'est une évidence. Il n'y a pas de orange. Et en fait il n'y a pas de orange. Le orange il est dans des mots, c'est-à-dire le moment où on fait les regards, les mots, le moment où tu me dis j'ai un peu peur, tu me dis j'ai un peu peur, et moi j'affine, tu vois ce que je veux dire, soit ça crée une conversation, ça interrompt notre rapport sexuel, ou bien moi tu vois, dans la vigueur il y a des choses qui peuvent s'équilibrer, bien sûr qu'il y a de la nuance, il y a du gris, mais c'est intéressant parce que je retrouve vachement dans ton positionnement, dans ton couple d'aujourd'hui, je vois plein de ponts. Évidemment. Certainement. Dans ce que tu pourrais attendre de l'autre, ce que tu t'autorises et la légitimité que tu as à dire oui ou non. Mais en tout cas, moi je trouve, attention, être initié et avoir des zones de points d'interrogation, c'est pas du tout, je ne critique pas du tout ça. Le fait de se demander, tiens, là-dessus j'ai un doute, faudrait que j'en parle, faudrait que je puisse conquérir cet espace où c'est orange, je suis pas sûr. Mais pour moi, ça ne se fait pas pendant le rapport sexuel où j'escompte que l'autre soit en capacité de lire ma complexité du moment, tu vois. Et c'est ça mon intuition. Mais je suis pas très affûté sur le BDSM. Il y a peut-être des façons ultra simples, mais moi, ça me couperait dans mon rapport sexuel. Quand tu me dis orange, pour moi, dans le cas d'une initiation, ça peut... j'imagine que c'est pas... Ah oui. Pas ouf. Parce que moi, je suis à un stade d'initiation, en fait. Ouais. T'as raison, mais bien sûr. Je te partageais ma petite opinion, peut-être où je suis pas très BDSM. L'autre chose que je vois faire, c'est qu'en fait, t'es à genoux, je te pisse dessus. Ça me fait marrer de le faire entre nous, de le dire, mais t'as compris, et ça me fait toujours marrer. Parce que là, on est tout à fait habillés et on n'est pas à genoux. Hein. Exactement. T'es à genoux, je te pisse dessus, et en fait, le jet, c'est toi qui... soit te baisse pour en avoir sur le visage. C'est ça, puis je peux l'orienter en fait, puis je peux me reculer, et puis... Voilà, et c'est toi qui ouvres la bouche ou pas. Quand je t'ai posé la question, comment quelqu'un peut te forcer à boire, c'est même pas possible en fait. C'est pas possible, mais toi tu parlais, j'ai envie d'avoir un fit, j'ai envie d'avoir une bonne connexion avec un domi qui m'inspire, qui a une aura ou une façon d'être et de faire qui me plaît, et ça j'entends complètement, mais du coup tu pourrais commencer comme ça, en disant je me mets à genoux, voilà les conditions, et c'est moi qui vais décider sur le moment si j'ouvre la bouche ou pas, si j'avale ou pas, si je me baisse pour en avoir sur le visage ou pas, ou si on commence juste sur le torse ou sur le genou. La toute première fois, tu pourrais commencer juste sur le sexe, tu peux choisir une partie. Oui, c'est de ton ça, corps. Bien sûr. Ouais. Et c'est là où je trouve que dans le BDSM et dans la soumission, tu as une responsabilité, un rôle entier et plein qui n'est pas sur le domi, tu vois. C'est-à-dire, toi, Maxime, tu vas dire ma première fois en receveur, ça sera à genoux, chez moi, dans cette baignoire, et que sur le genou. Et après, ça commencera au paille. Qu'est-ce que t'en penses de ça ? C'est génial. Sur le genou ? Ça rend les choses... non, le genou, non, c'est pas mon kink. On va où alors ? On va... je pense qu'assez vite, on ira partout, mais peut-être sur les fesses, sur la bite. Alors, du coup, on fait l'exercice ensemble. Là, on définit un petit pas. Donc, on n'est pas dans le « et bientôt, on sera très vite ailleurs » et tout. Là, on est dans le « ici et le maintenant ».
le petit pas, quelle zone du corps tu choisis? Je pense que mon premier kiff, ce serait que le mec soit derrière moi, qu'il me pisse sur le dos, que ça coule dans les fesses et que je le sente sur ma bite. Ok. Ça, c'est très excitant. Et est-ce que c'est respectueux de cette première fois? Donc, t'es beginner, t'es débutant. Est-ce que si tu fais un check avec ta grand-mère sage intérieure... C'est sans danger et je sais que ça, c'est un truc... ouais. Mais j'ai envie d'aller au-delà de ma limite. Mais pourquoi à la première fois? Mais là, pas la première fois. On est dans le petit pas. Et oui, pas la première fois. Pas la première fois. Sauf si c'est hyper bien et que... En fait, non. On sait pas ce qui peut se passer. À nouveau, je suis pas expert BDSM. Toi, tu fixerais la limite en disant la première fois, je fais ça. Et... En fait, tu demandes une sécurité et un cadre. Et du coup, je veux te ramener à ton pouvoir de décision et le cadre, il peut être ce que tu souhaites. Mais c'est toi qui le fixes. Donc, si tu dis, on commence par dans le dos, ça coule dans mes fesses, ça m'excite. Mais si tu es d'accord, petit grand domi, je peux me retourner et continuer autrement, es-tu d'accord? Ça, c'est ton cadre. Mais tu peux aussi, toi qui veux être soigneux, juste expérimenter en limitant le petit pas pour aussi, quand tu dis... Oui, mais je ne suis pas sûr si je vais me rendre compte d'outrepasser ma limite. Moi, je réponds à ça et je dis, commençons uniquement sur les fesses et de manière un peu scolaire. Du coup, après, on éjacule ou pas besoin. On se douche, on se rhabille et là, on laisse passer une semaine et la semaine va nous dire où est notre limite autour de l'uro et on pourra passer à l'étape numéro 2. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Et pour moi, c'est du bon sens. Oui, puis c'est très safe en fait. Mais t'as une hâte à outrepasser plus rapidement, peut-être. C'est un peu... Non, parce que tu vois, sinon j'y serais allé hier soir. Ouais. Non, moi j'ai qu'une hâte, c'est que ça se passe bien. Donc, ça fait 20 ans que ça m'excite, ce truc-là. Je suis peut-être pas à 6 mois près non plus pour que ça arrive. Ce que je veux, c'est que ça se passe suffisamment bien pour aller le plus loin possible dans ce qui me fait kiffer. Et pas en être dégoûté parce qu'en fait, ça se passerait pas dans les conditions... qui soit OK. Moi, j'ai trouvé en tout cas que l'uro au laboratoire là, à Berlin, dans la boîte, j'ai trouvé que c'est une évidence maintenant que j'y suis allé. Ton pouvoir de consentement, il est plein et entier dans mon expérience intime. Hein. J'imagine qu'il y a peut-être là des auditeurs qui écoutent et qui se disent « Putain, moi j'ai passé un mauvais moment », j'en suis sûr que c'est possible. Hein. Je ne suis pas du tout en train d'invisibiliser ça. Et je suis sûr qu'il y a des gens auxquels tu dis non et qui reviennent et tout. Mais là, tous les potes, pareil, c'était vraiment ultra droit. Donc en fait, tu viendrais te mettre à genoux dans la petite pièce grillage. À tout moment, si tu te lèves, ça s'arrêtera. Ou bien si le temps que tu te lèves et que la personne comprenne que c'était... Mais tu vois ce que je veux dire? Et tu quittes la petite pièce, il n'y a pas de sujet. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de te ramener à ça... tu vois, j'ai vraiment senti ça. Ça serait d'ailleurs le truc que j'ai trouvé un peu cool. Voilà, petite parenthèse fermée. Est-ce que tu as l'impression, dans tout le chemin qu'on vient de parcourir ensemble, qu'il y a un truc important que tu n'as pas dit et là, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas dire merde, on n'a pas parlé de ça, j'ai pas dit ça. Je ne sais pas. Est-ce que par rapport à tous les sujets qu'on a évoqués dans le pré-entretien, est-ce qu'on a un peu fait le tour C'est une réponse scolaire. Moi, j'ai envie que tu te connectes à ton cœur. Parce que oui, il y a des choses dont on a parlé en pré-entretien, dont on n'a pas parlé là aujourd'hui. Mais je m'en fous. Dans ton petit cœur, là, tu te sens comment? Moi, je me sens plutôt bien. Arrête de regarder mes notes. Je regardais la truc du micro là. Non, vraiment, non, je regarde pas. Non, parce qu'en fait, j'ai hâte d'écouter l'enregistrement parce que je pense que ça va donner une matérialité à mon existence et à ce que j'ai trouvé assez difficile dans mon parcours et puis à ce que j'ai réussi aussi. Et je me demande toujours quel intérêt ça va pouvoir avoir pour des personnes qui me connaissent pas, qui vont écouter ce qu'on s'est dit. Mais ça, à la limite, je m'en fiche. Le plus important pour moi, c'est qu'enregistrer ça aujourd'hui, c'est la première fois que je raconte pratiquement, pas toute ma vie, mais énormément de choses qui font que je me suis construit tel que je suis là devant toi. Et ça légitime aussi quelque part mon parcours et ça lui donne de la valeur. Et donc j'ai hâte d'écouter
J'ai hâte d'écouter Maxime pour voir ce que ça fait écho. Ça fait un peu schizophrène ce que je dis là, mais d'écouter, je sais pas, dans 1 mois, 6 mois, quand tu vas publier ce témoignage, et d'abord je pense que je serai un peu fier de moi, et puis ça va peut-être qu'en écoutant, je vais probablement aussi me dire mais non, mais là ça déconne, enfin il y a des choses il faut que je revoie, enfin je vois bien tout ce que tu as pu me renvoyer à certains moments dans le témoignage. Peut-être que ça me paraîtra évident en fait en le réécoutant. Ou erroné. Peut-être tu diras non, mais vraiment il est à côté de ses pompes, ouais. Guillaume, ouais. Mais en tout cas c'est intéressant. Bah ouais. Et ouais, c'est très valorisant en fait. Ouais. Et je te remercie vraiment. J'ai trouvé que c'était super, super puissant comme témoignage. J'ai besoin de conclure sur un truc qui, moi, m'accapare le cerveau, et qui est de te dire que je te trouve très beau. Tu vois, t'as dit... et pour moi, c'est pas un propos qui est chargé de désir sexuel, parce qu'en fait, je sais pas, les gens fantasment toujours 8000 trucs, ils ont l'impression que je couche avec tous les personnes qui viennent témoigner. C'est absolument pas le cas, ça n'est jamais arrivé. Ça n'arrivera pas avec toi, mais en fait, ça m'a rendu triste plusieurs fois. Donc, je me suis projetée, mais j'ai un sentiment d'injustice. Plusieurs fois, t'as parlé de ton rapport au corps, ton rapport au beau... Enfin, moi, j'ai envie que les auditeuristes s'imaginent quelqu'un de magnifique, de sexy, de puissant, de souriant, de lumineux. Et en fait, j'ai trouvé que ça, dans ton propos, ce qui avait retenti, c'était le difficile rapport qu'on peut avoir avec son corps, à se dire que... Je commence à me trouver beau, mais quand je me regarde dans la glace, je vois d'abord tout ce qui va pas. Qu'est-ce que tu trouves de beau en toi, aujourd'hui, là? En vrai, hein, tu me bullshit pas. Je trouve que je suis assez bien foutu en fait quand je me regarde dans la glace. J'ai un corps je suis bien, et puis j'ai un corps qui me permet d'aller courir, qui me permet de fonctionner, qui ne me fait plus mal. Ça veut dire quoi, bien foutu? En bonne santé. Non, tu m'emmerdes là. Je te dis, comment t'es beau? Mais non, là, comment t'es beau, c'est pas je suis en bonne santé. Comment t'es beau et comment t'es désirable? Je suis un peu dessiné. Ok. T'as des muscles? Ouais, je suis grand. Ok. C'est quoi grand? 1m83. J'ai des cheveux pas mal. Pas aussi beaux qu'ils étaient, mais j'ai des beaux cheveux. Déjà, t'en possèdes. J'en ai. Il y en a certains comme moi qui n'en ont plus. Ouais. Fais-moi un peu mieux que j'ai des cheveux pas mal. C'est pas un vrai compliment. Enfin, ça veut dire quoi? J'ai du mal à me trouver sexy, à me trouver. Enfin, je suis pas admiratif de moi quand je suis devant la glace, donc c'est compliqué de. Et si tu me dis un compliment, je vais prendre ça comme un compliment qui est fait pour être gentil, mais pas comme une donnée objective. J'entends bien. Du coup, reviens à ma question. Tu disais, je trouve que dans ce qui me rend beau et désirable, il y a mes cheveux. Et en quoi ils sont beaux et désirables? Ils sont un peu longs. Effectivement, j'en ai moins qu'avant, mais j'en ai. Et en fait, quand je dis que je me trouve beau, c'est surtout que mon corps ne me fait plus mal. Et ça, c'est un truc d'enfant battu. Je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, hein, il y a eu des enfants bien pires que la mienne, mais j'étais un enfant battu. Et en fait, jusqu'à il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais mal tout le temps. Mon corps me fait mal. C'était pas une plaie, mais j'avais des courbatures tout le temps. Enfin, Et plus le temps passe, et plus depuis 2-3 ans, plus je m'épanouis, plus mon corps, en fait... c'est plus un véhicule qui me transporte, mon corps c'est moi, enfin je sais pas comment dire, mon corps me fait du bien, et je commence à l'aimer, ou en tout cas c'est bizarre, hein, mais ça fait 2 mois que je ne pèse plus ma nourriture et que je mange avec plaisir. On parle souvent de nourriture dans ton podcast et du rapport à la nourriture. Je commence à moins le maltraiter. Et J'entends mieux ta réponse que j'ai un peu réduite quand je t'ai amené dans le beau et tu m'as amené dans le j'ai plus mal. En fait, je vois mieux maintenant les liens et comment tu fais le lien, c'est-à-dire aimer son corps et le trouver beau, c'est aussi en faire son allié, se sentir bien dedans. Je pense que c'est d'abord être en bonne santé qui permet après de le trouver beau. Oui. Peut-être c'est ça, j'entends ta réponse que j'aurais pas dû couper du coup. C'est plus ça, effectivement. Honnêtement, j'ai la chance d'avoir une personne qui est âgée, handicapée, malade. Moi, j'ai un corps qui déjà est en bonne santé.
qui me transporte où je veux aller, qui ne me dégoûte plus. C'est énorme. Et donc déjà, c'est génial. Enfin, pour moi, c'est une conquête. Ouais. Et en plus de ça, effectivement, je suis plutôt gracieux. En données objectives, j'ai la chance de dire que je suis un peu gracieux. Mais sincèrement, quand je me vois dans la glace, j'ai l'impression que j'ai 10 kilos de trop. Parce que c'est pas vrai. Objectivement, je suis plutôt dans une IMC très, 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 très basse. Oui, c'est ça. Et c'est une donnée objective, ça. Oui, tu es plutôt... tu dirais que tu es fin ou maigre? J'ai pris du poids, là, donc je suis mince. Mais j'étais un peu dans la maigreur. D'accord. C'est une donnée objective du médecin qui m'a dit, là, c'est... Faut faire attention, ouais. Et je trouve que ça me parle beaucoup ce que tu dis. La beauté, c'est un apprentissage et la beauté, ça se voit. Je suis désolé, c'est un petit peu débile ce que je dis, mais moi, j'ai appris à voir et j'ai appris à aimer justement ma calvitie. Et vraiment, ça dépend un peu des jours, mais du coup, comme on en parlait, je trouve que c'est important, je trouve, de le dire. En fait, moi, je me trouve super sexy. Je le vois dans le regard de l'autre, je le vois dans mon regard. Et ça, je l'ai appris. C'est-à-dire qu'à la base, j'étais là, c'est la merde de perdre mes cheveux, c'est juste raté, je vois pas en quoi je peux apprendre que c'est beau, nanani, nanana. Mais en fait, j'ai vraiment découvert que dans le rapport à soi, il y a une vraie authenticité du beau qui peut émerger après un apprentissage en se disant, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Voilà, c'est pas très éloquent, mais je sens... et c'est pas genre se forcer à se trouver beau, hein, que je suis en train de dire. C'est qu'en fait, quelque chose de naturellement, de dire... Et donc aujourd'hui, quand on me dit, je pars faire une intervention chirurgicale pour me rajouter des cheveux, moi je suis là, mais ça me correspond pas à mon beau, quoi. Genre, il y a rien qui... Et au contraire, c'est plus un geste qui me ferait peur parce que du coup, ça serait vraiment l'angoisse. Enfin, pour moi, ça viendrait... Ça changerait ton identité. Enfin, et puis, ça viendrait appuyer... Ça nourrirait ma peur. Parce que elle gagnerait. Parce que du coup, en gros, je validerais que je suis pas beau sans cheveux. Et du coup, ouais, ça me correspond pas, quoi. Mais donc, ouais, j'entends ton apprentissage et ton chemin. Super. Mais les gens, si tu crées ton email factice pour que les gens puissent te contacter, peut-être qu'un jour, eux, ils verront ta beauté. Ils pourront te dire comme tu es beau. C'est gentil. Peut-être. Ouais. Si des gens t'écrivent. Mais oui. Bon. Un grand merci. Merci, Guillaume. On s'arrête là? On s'arrête là. Parfait. Ça va? Ça va. T'es content? Très content. Ouais? Ah ouais. J'étais très à l'aise en arrivant. Je suis très à l'aise. Très à l'aise. Donc, super. Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast actifopassif.com. Numéro 1, viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé. Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditeuristes. J'ai besoin qu'on soit 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, actifopassif.com/don. D-O-N. Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donateurices. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.